Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui donc parmi nous pour cette matinale du DRAPS qui concerne donc la prévention de la sédentarité et la promotion de l'activité physique chez les jeunes avec l'exemple du grand défi Bouger Bouger. Donc on accueille aujourd'hui plusieurs partenaires dont Epidor, dont l'équipe du grand défi Bouger Bouger et des partenaires qui ont mis en place donc cette action sur leur commune et à travers leur structure sportive. Donc, je suis Laura Tchersegui, je suis la coordinatrice du DRAPS, qui est donc le dispositif qui organise les matinales, entre autres choses. Aujourd'hui, normalement, donc l'animation est faite par Sarah Recupero, qui est notre collègue de l'IREPS Occitanie, qui est située donc dans les Pyrénées-Orientales, et Delphine, qui donc qui était avec vous au tout début et puis qui a eu un problème de connexion. Donc Delphine Nava-Bremias, qui est référente territoriale de l'Hérault et qui est donc au CODES 34. Au soutien technique, nous avons donc Angèle Nicole, qui est notre assistante de communication à l'IREPS Occitanie. Donc, je les remercie pour l'organisation de cette matinale. Donc, aujourd'hui, nous avons donc plusieurs intervenants pour nous parler du grand défi Vivre et Bouger. Donc, nous accueillons Mayenne Bron, qui est chargée de projet grand défi Vivre et Bouger à Épidore, au sein donc du département de prévention de l'Institut du cancer de Montpellier. Nous accueillons également avec elle Mathieu Bourlin, qui est coordinateur du grand défi Vivre et Bouger, ingénieur de recherche et cadre administratif donc à Épidore. Jean-Louis Rumega, qui est référent académique du Grand Défi Vivre et Bouger au sein du rectorat de Montpellier, qui est chargé du centre de ressources au sein d'Épidore. En ce qui concerne les acteurs vraiment de terrain, ceux qui sont sur le niveau opérationnel du Grand Défi, donc la mise en œuvre de ce Grand Défi et qui l'ont mis en œuvre dans leur structure ou dans leur commune, nous accueillons Nathalie Fortuny, qui est responsable du parcours performance de la Ligue de tennis de table d'Occitanie. Patrice Fortuny, qui est directeur adjoint du service enfance et sport de la commune du Solaire, dans les Pyrénées-Orientales. Michel Huc, qui est élu, alors excusez-moi, mais je n'ai pas le nom de la commune, mais il pourra nous le dire tout à l'heure quand il parlera, et Louis Savignac, donc qui est alternant en master PSAP à la Ligue Occitanie de handball. Donc au programme, nous allons je vais vous présenter rapidement le DRAPS, les bienfaits de l'activité physique, qui sera donc amené par Mathieu Gourland. Mayenne nous parlera de la présentation du programme du Grand Défi Vivre et Bouger. Des évaluations de ce projet des éléments de l'évaluation de ce projet seront également amenés par Mathieu. Monsieur Omega nous présentera quelques chiffres relatifs à la mise en œuvre du Grand Défi Vivre et Bouger. Et nous aurons donc des retours d'expérience de la commune du Solaire avec Patrice Fortuny, des formations proposées dans le cadre de la Ligue d'Occitanie du tennis de table par Madame Nathalie Fortuny, le retour d'expérience de la mise en œuvre au niveau de la Ligue Occitanie de handball. Et ensuite, on aura un temps d'échange et de questions-réponses tous ensemble avec le public et nos intervenants. Juste, je vous rappelle que les questions sont posées via le chat. On demande aux participants d'avoir les caméras et les micros coupés pendant les présentations. Et ce sont donc Sarah et Delphine qui se chargeront de restituer les questions que vous aurez posées tout au long des interventions via le chat. Donc, quelques mots sur le DRAPS. C'est un dispositif partenarial qui est porté par l'IREPS, qui est piloté par l'ARS Occitanie. Donc, nous proposons plusieurs actions. En fait, le DRAPS, ça sert à faire du transfert de connaissances. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on le fait de différentes manières. On le fait à travers des formations continues. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent les formations du DRAPS, qui se déploient sur toute la région, sur de la méthodologie de projet et sur des thématiques. Nous organisons des événements, donc comme les matinales, celles que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais aussi des journées en présentiel, comme la journée d'échange régional, qui se tiendra cette année à Toulouse le 21 novembre, sur la thématique de l'éco-anxiété chez les jeunes. Et puis, le DRAPS, c'est aussi de la mise en lien entre des acteurs de la recherche, de l'expertise, des acteurs qui sont sur le terrain, qui mettent en œuvre des projets auprès des publics, et des décideurs et des financiers. Donc, c'est porté par l'IREPS Occitanie et le CODES 30 et 34, qui ont pour mission sur donc l'IREPS au niveau régional et les CODES 30 et 34 au niveau des départements du Gard et de l'Hérault, de contribuer aux politiques de santé publique, d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, de proposer un appui documentaire, de développer la formation,
puisque ce sont tous les trois des organismes de formation, et de concevoir et de mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local. Alors, les matinales de la recherche, comme je l'ai dit, c'est vraiment un dispositif pour faire du transfert de connaissances et puis pour faciliter en fait le transfert de ces connaissances de là où elles sont produites vers là où elles sont utiles, et aussi de participer à ce que ces connaissances soient produites de manière aussi collaborative et participative entre tous les acteurs de la promotion de la santé. Les matinales, elles permettent de soutenir, de valoriser des projets de terrain qui sont innovants et prometteurs. Bon, ben, aujourd'hui, ce sera le grand défi du bouger, qui est quand même là depuis un certain temps. De mobiliser ce qu'on appelle les données probantes, donc de mobiliser des connaissances qui sont scientifiquement validées, solides et qui permettent de construire des projets qui soient efficaces, des projets de prévention et de promotion qui soient efficaces, et de parler aussi de recherche interventionnelle en santé publique. Donc vraiment, ces travaux de recherche qui sont menés sur les interventions, sur les projets de prévention et de promotion de la santé et qui permettent d'évaluer leur efficacité, qui permettent aussi de les transférer d'un endroit à un autre. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion d'évoquer les freins, les conditions de réussite de ces projets, donc la transférabilité, je l'ai dit, et de favoriser les échanges. En 2023, les matinales, elles ont porté, en fait, on les a organisées sous un cycle qui était le cycle santé des jeunes. On en a fait donc plusieurs depuis le printemps. Il y en a une sur, même ça a commencé l'année dernière en fait. Donc il y en a une sur la santé mentale des jeunes qui a permis de présenter le programme de premier secours en santé mentale. Ensuite, nous avons présenté un autre programme qui portait sur la santé mentale des étudiants et des jeunes, qui est l'Action sur ECAT, qui se déploie sur la métropole de Toulouse. Une autre qui a porté sur la prévention des conduites addictives, où on a présenté un projet de recherche interventionnelle qui s'appelle Paterne, et une intervention qui se déploie dans plusieurs lycées professionnels pour prévenir les, les conduites addictives au tabac. Je perds mes mots, mais voilà. Donc Tabado, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Nous en avons fait une en septembre, début septembre, sur la vie affective et sexuelle des jeunes. On a présenté un projet de recherche qui s'appelle Sexpert, qui va être mis en œuvre en 2024, qui est un projet donc, de prévention à travers la péridance, et donc aujourd'hui sur la prévention de la sédentarité et la promotion de l'activité physique. On va avoir deux autres matinales, mais qui ne sont pas liées au cycle de santé des jeunes, une en novembre et une en décembre. Une qui porte sur un dispositif de parcours de soins complexes pour les patients en situation de précarité, donc c'est le dispositif ICARE, et une autre qui portera sur la santé des seniors au mois de décembre. Les journées d'échange régional, dont j'en ai parlé, ça fait partie des actions qu'on organise une fois par an en présentiel dans différents endroits de l'Occitanie. Donc on en a fait une l'année dernière sur la promotion de la santé mentale des adolescents dans une société en crise. Tout est visionnable en replay, accessible sur le site du DRAPS. Et en continuité de cette journée d'échange régional, on en organise une, le 21 novembre, à Toulouse, sur le thème des jeunes, de l'éco-anxiété, de la promotion de la santé. Vous pouvez vous y inscrire d'ores et déjà via le site du DRAPS. Donc, très rapidement, et après je laisse la parole à nos intervenants, quelques définitions pour juste un peu poser les choses lorsqu'on parle d'activité physique, d'activité sportive, de sédentarité. Donc l'activité physique, elle se définit par tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie. C'est la définition admise par l'OMS. Elle peut être effectuée dans le cadre des loisirs, sur le lieu de travail, pour se déplacer ou lors des activités de la vie domestique. Les activités sportives sont les disciplines et les formes d'activité physique codifiées par des règles des institutions comme les fédérations, qui se pratiquent généralement dans un objectif de performance ou de compétition. Une définition parmi d'autres. Une activité physique, niveau insuffisant d'activité physique, d'intensité modérée à élevée, c'est-à-dire un niveau inférieur à un seuil d'activité physique recommandé, c'est la DGS qui nous donne cette définition. Et la sédentarité, c'est une situation d'éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée. Elle correspond au temps passé en position assise ou allongée dans la journée, hors temps de sommeil. Peut-être que mes intervenants reviendront sur ces définitions, les compléteront, et voilà. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, donc voilà. Donc je vais à présent arrêter mon partage et laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Mathieu Gourland. Je suis cadre d'équipe et ingénieur de recherche à EPIDOR, donc le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier.
on va dire le programme vous a déjà été présenté, donc je vais évidemment passer. La définition de l'activité physique vous a également déjà été très bien présentée, donc là je vais passer relativement rapidement. Peut-être un aspect important de ce dont on va parler tout au long de cette présentation, c'est que effectivement, le grand défi Vivre et Bouger est une action de promotion de l'activité physique et que par rapport à cette définition de l'activité physique reconnue par l'OMS qui vous a été donnée, l'enjeu est particulier au niveau de la promotion de l'activité physique chez les enfants, qui consiste notamment à déconstruire souvent la vision qu'ils ont de l'activité physique avant de bénéficier du grand défi Vivre et Bouger, où ils ont tendance à confondre pratique sportive, là aussi la définition vous a été donnée, et activité physique. Et je précise bien que du coup, en tant qu'action de promotion de l'activité physique, le grand défi Vivre et Bouger s'inscrit totalement dans cette définition de l'activité physique, c'est-à-dire de tout mouvement corporel produit par les muscles et qui requiert de l'énergie. Alors, ensuite, au niveau du contexte, maintenant on a défini, j'ai un petit peu, enfin, nous avons un petit peu défini la notion d'activité physique. Ce qu'il faut savoir au niveau de la littérature scientifique, et ça c'est pas nouveau, hein, ça fait une bonne quarantaine, voire même un peu plus d'années, en tout cas que un certain nombre de recherches ont été développées sur le sujet. La première question, c'est la question de l'effet bénéfique de la pratique d'activité physique, notamment sur la santé physique, mentale et sociale. Et donc, pour vous faire un résumé rapide, parce que ce n'est pas totalement l'objet de la présentation, mais que vous soyez quand même un petit peu dans le contexte, effectivement, la pratique régulière d'activité physique a rapporté un effet bénéfique sur la diminution du taux d'obésité, sur la santé cardiovasculaire, sur les compétences motrices, sur les fonctions cognitives, sur le bien-être, l'humeur, la dépression, et ainsi que sur les interactions sociales positives que peuvent avoir les enfants entre eux lorsqu'ils pratiquent de l'activité physique. Et je précise bien pour ce dernier aspect qui est assez important sur les interactions sociales positives que l'on peut vivre quand on fait de l'activité physique. Les recherches ont démontré cet effet bénéfique à la fois sur les activités physiques, je dirais, ou là pour le coup pratiques sportives, pratiquer les sports collectifs par exemple ou les sports individuels. Même quand on pratique un sport individuel mais qu'on le pratique avec ses camarades, ou même quand on fait une activité physique comme le jardinage mais qu'on le fait avec ses frères et sœurs ou avec ses camarades, il y a des interactions positives qui se font avec les autres et ça contribue à l'ensemble des bénéfices que peut avoir l'activité physique sur la santé. Deuxième élément à mettre en avant au niveau du contexte par rapport à la promotion de l'activité physique, c'est que on le sait ça avec un peu plus de certitude depuis une bonne vingtaine d'années. En soi, ça peut paraître pas si étonnant, mais encore fallait-il le montrer, c'est que finalement l'un des principaux déterminants de la pratique d'activité physique à l'âge adulte, eh ben, c'est tout simplement la pratique d'activité physique durant l'enfance. Et ce qu'on entend par enfance, c'est pour des enfants âgés de 5 à 12 ans. Et du coup, ce que montre au-delà de ce résultat, ce que je souhaite préciser, c'est que les études qui ont rapporté ce lien finalement entre l'activité physique pratiquée durant l'enfance et l'activité physique pratiquée à l'âge adulte, c'est au-delà du fait qu'il y a un lien significatif entre les deux, c'est statistiquement, on pourra en discuter et peut-être plus tard, au niveau des questions-réponses, statistiquement le lien est relativement fort. C'est au-delà de tout ce qui peut se passer dans la vie d'un individu, ce qu'on constate, c'est qu'à l'âge adulte, ceux qui pratiquent le plus, c'était ceux qui déjà pratiquaient le plus quand ils étaient âgés de 5 à 12 ans. Et j'insiste sur la notion de 5 à 12 ans parce qu'on constate que lorsqu'on se met à pratiquer une activité physique durant l'adolescence, le lien n'est pas nécessairement le même. Voilà, précision importante. Ensuite, toujours au niveau du contexte, qui est important de mettre en avant, ça c'est quelque chose, je dirais, qui est assez répandu, même dans les médias, et qui est rapporté très régulièrement, c'est que la majorité des enfants d'âge scolaire, alors en France, mais dans la plupart et la quasi-totalité des pays occidentaux, ne sont pas assez actifs physiquement pour atteindre les recommandations internationales d'activité physique, recommandations chez l'enfant qui sont d'1 heure d'activité physique par jour. En France, c'est une très grosse majorité d'enfants qui ne sont pas suffisamment actifs.
Ça dépend un petit peu des pays. Mais en France, en tout cas, c'est un problème assez fort qui est reconnu depuis plus d'une vingtaine d'années. Hein. Je ne vais pas vous faire pareil tout l'historique, une diminution régulière qui a été constatée régulièrement de la pratique d'activité physique des enfants à l'école primaire depuis le début des années 80. Et c'est aujourd'hui, on en est à ce constat qu'effectivement, une écrasante majorité des enfants à l'école primaire ne sont pas assez actifs physiquement pour en retirer des bénéfices sur leur santé. Et histoire de ne rien arranger, c'est déjà le contexte général qu'on a depuis une bonne trentaine d'années, et les événements récents au niveau sanitaire, et notamment la crise du Covid, hein, pour la nommer très franchement, ont eu tendance, n'ont pas réellement créé le problème, mais ont eu tendance à exacerber ce problème avec, comme vous vous en souvenez, des confinements et des fermetures d'écoles répétées qui ont perturbé finalement les habitudes d'activité physique d'enfants qui ne pratiquaient déjà pas beaucoup. Et alors, on manque un peu encore de recul. Il y a cette idée que petit à petit, le taux d'activité physique revient un peu à son niveau d'avant Covid, mais qui reste de toute façon globalement insuffisant. Voilà pour le contexte général en termes de bénéfices de l'activité physique et de pratique d'activité physique chez les enfants qui sont ciblés par le grand défi Vivez Bouger. Dernier élément de contexte, c'est justement par rapport à ce contexte ce constat qui est fait, qu'il y a un manque de pratique assez criant d'activité physique chez les enfants français, et ben, sans surprise, la promotion de l'activité physique est considérée comme une priorité de nombreux plans. Alors, vous avez des plans, je dirais, un peu spécifiques nutrition-activité physique, hein, par exemple le plan national nutrition santé 4, le plan national de prévention par l'activité physique et sportive. Vous avez aussi des plans, entre guillemets, un petit peu plus généraux qui considèrent l'activité physique comme une priorité. Vous avez notamment le plan régional de santé Occitanie. Notre ARS considère la prévention et notamment la promotion de l'activité physique comme une priorité. Lorsque nous avons été présentés, comme vous le savez, donc nous travaillons ici dans un institut de lutte contre le cancer. Donc c'est un peu normal qu'on le mette. Sachez que dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, la prévention et la promotion de l'activité physique est également une priorité. Et vous avez également des textes, des circulaires au niveau de l'éducation nationale qui mettent en avant l'importance de promouvoir l'activité physique chez l'enfant. Voilà pour les éléments de contexte. Je laisse Mayenne vous présenter les principes du grand défi Vivez Bouger. Merci Mathieu. Alors bonjour à tous, donc je me présente, Mayenne Bron, donc la chargée de projet du GDVB depuis 1 an maintenant. Donc le GDVB existe depuis 10 ans et il est copiloté par l'Académie de Montpellier, l'Institut du cancer de Montpellier, l'Agence régionale Occitanie et la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, on a un objectif commun qui est d'augmenter la pratique de l'activité physique chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. Donc, le grand défi Vivez Bouger se fait auprès des enfants de primaire principalement. Et depuis quelques années, on propose également le GDVB au 6e pour faire la transition avec le collège. En termes de priorité, l'idée, c'est de proposer un projet qui se veut ludique. Pourquoi ludique? Parce que, en fait, on va encourager les enfants ainsi que les familles à cumuler un maximum de cubes énergie. Donc, les cubes énergie, c'est ce qui va permettre en fait à l'enfant de matérialiser et de quantifier son activité physique et qui rend du coup ce projet beaucoup plus ludique. Donc, favoriser également la pratique d'activité physique en famille, puisque nous avons une règle qui est que 15 minutes d'activité physique en continu permet à l'enfant de cumuler un cube énergie. Mais nous précisons également aux parents qu'ils peuvent cumuler des cubes énergie pour les enfants avec la même règle. 15 minutes d'activité physique en continu permet de cumuler un cube énergie. Voilà, tout ce projet de grand défi Vivez Bouger se fait grâce à l'ensemble des acteurs éducatifs autour de la vie de l'enfant. Je vous les présenterai juste après. Chaque année, le GDVB a lieu à la même période, au mois de mars-avril. Cette année, le GDVB aura lieu du 26 février au 7 avril. C'est un projet qui se décompose en fait en 2 phases. On a une première phase de motivation du 26 février au 10 mars,
qui se fait principalement au sein des écoles. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, les enfants vont bénéficier de séances motivationnelles où ils vont mieux comprendre ce qu'est l'activité physique et pourquoi en faire. Et puis, c'est suivi d'une phase action, un mois entier, du 11 mars au 16 avril, où là, on va encourager en fait l'ensemble des acteurs à se mobiliser pour que les enfants ainsi que les familles fassent de l'activité physique. Donc, au niveau des acteurs qu'on va mobiliser pendant cette période-là, eh bien, il s'agit des enseignants qui interviennent principalement pendant les 2 premières semaines et qui mènent donc des séances proposées à l'aide d'un guide pédagogique, hein, un outil clé en main qu'on a construit de toutes pièces et qui propose aux enfants de définir ce qu'est l'activité physique et qui vient finalement agir sur des leviers motivationnels pour réaliser de l'activité. Les enseignants aussi participent à l'organisation des événements grands défis. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il s'agit, principalement dans les écoles. On a également les associations sportives. Ici, on les encourage, et vous le verrez tout à l'heure avec les acteurs de terrain, on les encourage en fait à proposer des temps de pratique, que ce soit sur les temps scolaires, mais aussi extrascolaires, en semaine, mais aussi les week-ends. Nous avons les parents qui sont vraiment essentiels, hein, dans la pratique d'activité physique chez les enfants. Donc, on les encourage à en faire avec eux. Et puis, donc, les communes qu'on incite à participer en organisant des événements grands défis, des événements donc, qui se veulent gratuits pour les enfants et pour leurs familles. Donc, vous l'aurez compris, les objectifs communs, hein, des missions communes, c'est de valoriser l'activité physique sur tous les temps de l'enfant, scolaire, périscolaire, de susciter l'engouement, de maintenir la motivation, d'accompagner les enfants, et je vais vous expliquer comment, de favoriser la continuité du grand défi sur tous les temps, et puis d'organiser des événements grand défi. En termes d'outils, donc je vous parlais des séances pédagogiques qui sont réalisées les 2 premières semaines. Pour cela, les enseignants bénéficient d'un guide pédagogique où l'ensemble des séances sont décrites, un guide pratique qu'on distribue en fait au personnel périscolaire, aux communes, pour leur expliquer comment organiser des événements grands défis, en quoi ça consiste, un petit carnet Vivez Bouger qu'on envoie en fait chaque année, hein, sous forme de colis à toutes les écoles participantes. Et donc chaque enfant bénéficie de son petit carnet dans lequel il va remplir et quantifier, hein, son activité physique en disant exactement le nombre de cubes énergie qu'il a cumulé semaine après semaine. Des fiches de liaison que Jean-Louis Roumégas, que vous verrez tout à l'heure, envoie tout le long du grand défi, en fait, qui fait office un petit peu de consigne et de suivi sur toute la période. Un film promotionnel du GDVB qui est disponible sur le site internet que vous avez là juste à droite, donc film promotionnel qui retrace voilà, ce que je suis en train de vous présenter, hein, avec les acteurs qui se mobilisent. Film promotionnel qu'on va refaire. Donc voilà, il y aura un nouveau film cette année. Un film des 10 ans. L'année dernière, on a fêté les 10 ans. Donc l'idée, c'était d'interviewer en fait des enfants qui ont participé au GDVB, qui sont maintenant des adolescents et qui ont gentiment accepté d'être interrogés voilà, sur leur participation. Et puis, vous trouverez également sur le site internet un onglet jeux et vidéos pour cumuler des cubes, où en fait on propose des tutoriels, voilà, pour les enseignants, pour les parents, des tutoriels que les associations sportives ont bien voulu nous aider à concevoir, ainsi que les membres de la team des sportifs que je vais vous présenter juste après. Voilà, en termes d'outils, donc on distribue des affiches, des plaquettes, donc n'hésitez pas à nous solliciter si jamais ça vous intéresse. Un événement grand défi, c'est un événement qui est gratuit, qu'on organise pour les parents, pour les enfants. Un événement pendant lequel les enfants peuvent cumuler des cubes, organisés pendant le temps scolaire ou hors temps scolaire. Et donc, ça peut être des événements qui existent déjà. Si c'est le cas, on propose de labelliser l'événement ou des événements créés de toutes pièces.
Donc la team des sportifs, elle existe déjà depuis quelques années, mais elle se met à jour en fait d'année en année en fonction des acteurs, des sportifs qui souhaitent se mobiliser. Donc on a Myriam Nicole, hein, championne de VTT de descente 2021, Owen Ozanik, champion de baseball, Patrice Bella, champion de kayak polo, et Margot Pena, qui est une toute jeune championne de trial. Et donc, tous ces sportifs acceptent de prêter leur image, d'écrire des textes, d'être présents sur certains événements grands défis, hein, dans les écoles. Et puis, ben, à la grande récompense également, que Jean-Louis vous présentera. Et acceptent de réaliser des vidéos, des interviews, voilà, pour en fait faire office de modèle, hein, auprès des enfants. Voilà. Et donc, je laisse la parole de nouveau à Mathieu qui va vous parler de l'aspect scientifique. Merci beaucoup, Mayenne. Alors, au niveau des prochaines minutes, maintenant qu'on vous a présenté les principes du grand défi et quelque part les outils aussi dont bénéficient les enseignants, les élèves et tous les acteurs éducatifs impliqués dans le cadre du grand défi, mon rôle au cours des prochaines minutes, c'est finalement un peu de vous montrer ce qui se passe dans l'arrière-boutique du grand défi, c'est-à-dire au niveau de notre raisonnement, comment nous avons construit le grand défi et quelle était notre démarche scientifique. Alors, l'idée de base du grand défi, ce dont il faut avoir conscience quand on parle de ce projet, c'est que nous avons mis en place une intervention ancrée théoriquement. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un modèle que je vais vous présenter dans la diapositive juste après, qui s'appelle la théorie du comportement planifié. À ce stade, au niveau de cette diapositive, l'information la plus importante, c'est cette idée qu'on s'appuie sur un modèle théorique qui va nous aider à identifier les variables psychologiques, avec des histoires de motivation, de confiance en soi, etc. Variables psychologiques qui sont, d'après les modèles, explicatifs d'un comportement, comme la pratique d'activité physique chez l'enfant, et que le fait d'utiliser ce modèle nous aide quelque part, c'est une vision un peu mécanistique des choses, mais ça nous aide à remonter un petit peu le fil pour arriver jusqu'à des contenus, des techniques d'intervention qui vont nous permettre de mettre en place une intervention efficace. Donc l'idée de base, c'est le modèle théorique nous permet d'identifier des variables qui sont considérées comme pertinentes pour promouvoir l'activité physique, et ensuite, ces variables considérées comme pertinentes nous permettent d'identifier des contenus d'intervention efficaces pour promouvoir l'activité physique chez l'enfant. Voilà la démarche générale qu'on a utilisée pour mettre en place le grand défi Vivez Bouger. Alors, c'est un petit peu la fête sur cette diapositive. Je vais y aller dans l'ordre. Vous prenez d'abord tous les petits carrés que vous voyez avec comportement, activité physique. Vous avez le petit Spirou au-dessus qui a commencé à vous présenter tout à l'heure à Mayenne. Comportement, activité physique est en fait influencé par les intentions, d'accord? Donc la motivation qu'ont les enfants à pratiquer une activité physique. Et donc la théorie du comportement planifié qu'on utilise dans le cadre du grand défi Vie et Bouger, son postulat de base, c'est de dire si je suis motivé à faire des activités physiques, je vais en faire. Jusque-là, tout va bien. L'autre proposition de la théorie du comportement planifié, c'est de dire les intentions sont elles-mêmes influencées par trois variables importantes d'après ce modèle, que sont les attitudes, les normes et le contrôle perçu. Et donc, du coup, les intentions sont influencées par les attitudes, c'est-à-dire l'évaluation positive ou négative qu'on a vis-à-vis d'un comportement. Sachant qu'il y a deux volets, un volet instrumental et un volet affectif, c'est dans quelle mesure je prends du plaisir à faire des activités physiques ou par exemple, dans quelle mesure en tant qu'enfant, je perçois que l'activité physique a des bénéfices sur ma santé, me permet me faire de nouveaux amis, etc. Dans quelle mesure je perçois finalement des avantages à pratiquer des activités physiques. Sachant que là, vous me voyez sans doute arriver, l'idée quand on cible les attitudes, c'est de faire en sorte que l'enfant perçoivent plus d'avantages que d'inconvénients à faire des activités physiques. Deuxième déterminant des intentions, ce sont les normes. C'est dans quelle mesure les personnes autour de moi font eux-mêmes de l'activité physique. Et quand je dis les personnes autour de moi, ce sont à la fois mes camarades de classe, mon enseignant, mes parents. Donc c'est l'environnement au sens large, en fait, les personnes qui ont de l'importance pour moi. Et également, dans quelle mesure ces gens qui sont importants pour moi m'encouragent à faire de l'activité physique. Donc là aussi, vous me voyez peut-être un petit peu arriver au niveau du contenu du grand défi. L'idée, ça va être de créer une dynamique pour que finalement l'enfant perçoive qu'autour de lui, faire de l'activité physique, ça soit un comportement normal. Derrière la notion de norme, on a bien cette idée de normalité. Finalement, les autres aussi le font, les autres aussi m'encouragent à faire de l'activité physique. C'est normal
de faire de l'activité physique. Dernier déterminant des intentions, c'est le contrôle perçu. Un peu comme son nom l'indique, dans quelle mesure j'ai le sentiment d'avoir les moyens de contrôler, d'être capable de faire de l'activité physique. Et donc, du coup, voilà les variables de base de la théorie du comportement planifié. Et sachez juste par rapport à la diapositive qui vous est présentée, vous avez entre intention et comportement deux variables supplémentaires qu'on a appelées la planification de l'action, dans quelle mesure je sais où, quand et avec qui je vais pratiquer de l'activité physique, et accès à des événements d'activité physique qui sont dans quelle mesure je suis stimulé en termes d'activité physique. Ce sont des variables de la théorie du comportement planifié qu'on a rajouté finalement au modèle de façon à l'améliorer, puisque une des critiques de ce modèle, c'est de considérer qu'il y a un lien direct, simple, pour pas dire quasiment simpliste, entre intention et comportement. Je suis motivé à faire de l'activité physique, donc je vais en faire. On sait que c'est important d'être motivé, mais c'est pas toujours suffisant. Et donc, on a rajouté ces aspects-là qui permettent finalement d'augmenter un petit peu le pouvoir prédictif des intentions dans notre modèle. Donc ça, c'est pour le premier aspect, c'est par rapport au modèle. Le deuxième aspect important, ce sont les petits carrés que vous avez en pointillés, qui sont finalement, quand je vous parlais d'arrière-boutique, bah, les contenus du grand défi. Les contenus du grand défi, dans les guides ou les carnets de l'élève que vous a présenté Mayenne tout à l'heure, bah, quand on a construit, avant de construire en tant que tel le guide ou le carnet, bah, notre objectif, c'était de nous dire, pour stimuler les attitudes positives vis-à-vis de l'activité physique, on va donner des informations à l'enfant sur les bénéfices de l'activité physique. Pour stimuler les normes, on va notamment encourager les parents à encourager leurs enfants à pratiquer de l'activité physique. La notion de cube énergie dont Mayenne vous a parlé tout à l'heure, l'idée de base dans l'arrière-boutique, finalement, c'est de se dire, au-delà du fait que le cube énergie est un symbole ludique et assez sympathique pour l'enfant, qu'il se rende compte de son activité physique, c'est qu'en comptant le nombre de cubes énergie que l'élève cumule en les comptant sur son petit carnet Vivre et Bouger, il va se rendre compte finalement que c'est assez simple de faire de l'activité physique et qu'il cumule assez facilement des cubes énergie, d'où l'idée d'impacter le contrôle perçu. Élément très important, on vous en reparlera, c'est la notion d'événements Grand Défi Vivre et Bouger, qui sont des événements de promotion de l'activité physique qui permettent de stimuler finalement l'enfant en termes d'activité physique. Donc ça, c'était pour le contenu. D'accord? C'était donc les petits carrés qui sont entre pointillés. Dernier élément assez important au niveau de cette diapositive, ce sont le rôle des différents acteurs. Tout à l'heure, Mayenne vous a présenté les acteurs qui sont impliqués dans le cadre du grand défi. Elle vous a présenté le principe. L'idée de cette diapositive, c'est de vous montrer, au-delà du fait qu'on essaye de faire en sorte que tous les acteurs éducatifs soient impliqués et collaborent et se coordonnent entre eux pour promouvoir l'activité physique chez l'enfant, dans notre modèle théorique, on leur donne un rôle spécifique. Alors, le rôle de l'enseignant, symbolisé par le professeur Mégo ici, eh ben, il joue en fait dans toutes les phases du modèle. Les parents, eux, ont surtout un rôle au niveau des normes et au niveau de l'organisation des événements grands défis. Les personnels communaux ou les clubs et associations sportives jouent surtout un rôle au niveau de l'organisation des événements grands défis, d'où l'importance des événements grands défis, puisque c'est l'endroit du modèle, si vous voulez, où tous les acteurs éducatifs se rencontrent pour stimuler l'enfant en termes d'activité physique. Et toute dernière précision, on vous a parlé un petit peu de différentes phases dans le cadre du grand défi, une phase motivation, une phase action. L'idée de différencier, de faire deux phases, une phase de 2 semaines de motivation et une phase action, c'est que finalement, on a coupé notre modèle en deux. Notre premier objectif, c'est de développer les motivations. En gros, de chauffer les enfants à blanc en termes d'activité physique, au niveau des bénéfices, au niveau des normes d'activité physique et au niveau de leur confiance en eux, finalement, à pratiquer des activités physiques. Donc ça dure 2 semaines. Et ensuite, finalement, une fois que tout le monde est bien chaud, eh ben, on lâche les chevaux et on y va. Et pendant un mois, les élèves essayent de cumuler un maximum de cubes énergie. D'accord? Donc, c'était pour vous montrer, même là, il y a une raison d'avoir différencié une phase de motivation et une phase d'action. Et cette raison, elle est liée à notre modèle théorique. Juste une petite précision, même si on pourra en rediscuter plus tard, c'est vous dire, un des outils importants dans le cadre du Grand Défi Vie Bouger, c'est le guide pédagogique du Grand Défi qui est donné à chaque enseignant qui participe au Grand Défi et qui mène les séances pédagogiques auprès de ses élèves. Ce guide pédagogique est un guide ancré théoriquement. Et vous le voyez notamment à droite de la diapositive. Au début de chaque séance, on explique à l'enseignant finalement sur quelle variable théorique il va jouer. On essaye d'impliquer
les acteurs, de leur expliquer leur rôle au niveau du modèle théorique. Et en l'occurrence, par exemple, pour stimuler les attitudes, on leur explique pourquoi, en faisant ce qu'ils vont faire, ils stimulent les attitudes de l'élève vis-à-vis de l'activité physique, et on le fait pour chacune des séances. Ça, c'était pour l'arrière-boutique. Ensuite, vous avez l'arrière-boutique et vous avez aussi une autre démarche importante dans notre démarche scientifique, et c'est au-delà de notre démarche scientifique, c'est le principe de la science, c'est de prouver, de démontrer l'impact et de confirmer des hypothèses qu'on a posées en construisant le grand défi bouger. Pour ça, on a mis en place plusieurs protocoles. Pardon. Le protocole le plus important qu'on a développé à ce jour a eu lieu il y a quelques années, et c'est ce qu'on appelle un essai randomisé en cluster. Alors le terme est un peu barbare. L'idée de base est finalement assez simple. Vous avez un groupe intervention qui, pendant 2 ans, a bénéficié du grand défi, donc sur 2 années scolaires, donc 2 fois 1 an et demi. Environ, les chiffres que vous avez sont des chiffres un petit peu théoriques. Vous avez 3000 enfants à peu près qui étaient dans ce groupe intervention, donc qui est en vert en bas. Et pendant 2 années scolaires, ils ont donc bénéficié du grand défi. Parallèlement, il y avait un groupe contrôle, hein, d'où le côté essai randomisé. Hein. Il y a cette idée qu'on a tiré au sort des écoles qui ont été dans le groupe intervention et d'autres qui ont été dans le groupe contrôle. Dans le groupe contrôle, c'était l'idée d'avoir juste des élèves qui n'ont pas bénéficié spécifiquement d'activité physique. Alors quand je dis pas bénéficier, élément assez important, les élèves du groupe contrôle n'ont pas été sevrés en termes de promotion de l'activité physique. C'est juste qu'on demandait aux écoles du groupe contrôle, c'était de faire comme d'habitude en termes d'EPS ou de promotion de l'activité physique. Au niveau de la mesure, en fait, sur les 2 années de suivi, les 2 années scolaires de suivi, l'idée était un peu le même chacune des 2 années, que ce soit dans le groupe contrôle ou dans le groupe intervention. Vous aviez les élèves, on passait dans les classes, donc le grand défi commençant aux alentours du mois de février, on passait en janvier, début février, dans les classes du groupe intervention, du groupe contrôle, et on les interrogeait notamment sur les variables du modèle que je vous ai présenté, donc les attitudes, les normes, le contrôle perçu, les perceptions d'opportunités en termes d'activité physique, et on les interrogeait également sur leur niveau d'activité physique. Ensuite, le groupe intervention bénéficiait du grand défi. Le groupe contrôle n'avait pas spécialement de promotion de l'activité physique. Et puis après le grand défi, donc deuxième quinzaine de mai au mois de juin, rebelote, on repassait dans les classes du groupe intervention, du groupe contrôle, et on refaisait exactement les mêmes mesures. Même chose pour la 2e année, c'est-à-dire janvier-février de la 2e année de suivi et mai-juin de la 2e année de suivi. Petite précision importante, nous avons également mesuré le niveau d'activité physique d'un sous-échantillon d'élèves à l'aide d'accéléromètres, qui sont des petits appareils que les enfants portaient au niveau de la taille pour mesurer, entre guillemets, objectivement également leur niveau d'activité physique. Donc ce protocole, au final, on a eu un peu plus de 3000 enfants qu'on a pu suivre sur les 4 temps de mesure, âgés en moyenne de 9 ans. Je précise que les enfants qui ont participé à cette étude étaient plutôt des enfants de CE2, CM1, CM2, hein, les plus petits au niveau des questionnaires, au niveau de la compréhension, c'est un petit peu plus compliqué. Et que pour le principal résultat, hein, sachez que je pourrais vous faire quasiment 1 heure, hein, vous présenter tous les résultats, on va aller à l'essentiel sur l'impact du grand défi sur le niveau d'activité physique des enfants. Donc vous avez les fameux 4 temps de mesure que je vous ai présentés. Hein, T1, T2, c'était la première année de suivi, T3, T4, la 2e année. Vous avez également le pourcentage d'enfants pratiquant 1 heure d'activité physique dans les 2 groupes, 1 heure d'activité physique qui sont les recommandations en termes d'activité physique. Le groupe intervention est en vert, le groupe contrôle est en rouge. Ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, le hasard a mal fait les choses. Il y avait une différence initiale entre le groupe intervention et le groupe contrôle. Hein, le pourcentage d'enfants qui pratiquaient 1 heure d'activité physique par jour était plus important dans le groupe contrôle que dans le groupe intervention. Ce qu'on constate au niveau de l'évolution entre T1 et T2 déjà, on a une augmentation significative dans les 2 groupes, mais cette augmentation est plus marquée pour le groupe intervention, qui rattrape d'une certaine façon finalement son retard. Ensuite, ce qu'on constate entre T2 et T3, c'est que le pourcentage d'enfants qui respectent la recommandation reste stable. Donc pour les enfants qui ont bénéficié du grand défi, mais entre T2 et T3, c'est en fait entre les 2 années. Hein, donc à ce moment-là, le grand défi n'était plus mis en place, mais le pourcentage d'enfants qui respectent les recommandations est resté stable dans le groupe intervention, alors qu'il a diminué significativement au niveau du groupe contrôle. Et au niveau de la 2e année de suivi, donc entre T3 et T4,
bah, c'est la même chose que lors de la première année de suivi, c'est-à-dire qu'on a une augmentation significative dans les deux groupes, mais une augmentation qui est plus marquée dans le groupe intervention. Et donc, quand on regarde l'ensemble du schéma, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans le groupe contrôle qui est en rouge, on a un effet un peu cyclique. On augmente la première année, on diminue entre les deux années, donc entre le mois de mai-juin de la première année et le mois de janvier-février de la deuxième année, puis on réaugmente. Dans le groupe intervention qui a bénéficié du grand défi, on a un effet escalier, où finalement l'effet du grand défi, le pourcentage d'enfants qui respectent les recommandations d'activité physique, ben, augmente d'une année sur l'autre et reste stable entre les deux éditions du grand défi. Nous, l'interprétation qu'on en fait, on se sert en fait de ces résultats pour motiver les écoles à participer plusieurs années en fait au grand défi en disant bah, il faut plusieurs années pour que l'effet se mette totalement en place. Et au niveau du groupe contrôle, tel qu'on l'interprète, cet effet cyclique, hein, en rouge que vous voyez, cette montée, descente, montée, on l'interprète surtout comme un effet saison en fait. La première année, en fait, chaque année, on passait au mois de janvier-février, puis on repassait au mois de mai-juin, on sait hein, que dans nos pays, il y a une augmentation, entre guillemets, naturelle du niveau d'activité physique quand les beaux jours arrivent. Et c'est l'interprétation qu'on fait de cette évolution du niveau d'activité physique. Et on sait que l'hiver, les enfants ont tendance à moins faire d'activité physique, et c'est ce qu'on constate dans le groupe contrôle, mais on peut mentionner que le pourcentage d'enfants qui pratiquent de l'activité physique reste stable dans le groupe intervention, même quand ils ne bénéficient pas du grand défi. Très rapidement, c'est pour vous dire, parce qu'on est quand même sur des matinales de la recherche, vous dire que, même si ce n'est pas vraiment l'objet de cette présentation, vous dire que on essaye d'être le plus actif possible en termes de publications scientifiques, c'est-à-dire au-delà de nos actions de prévention, on essaye de contribuer tout simplement à l'évolution des connaissances sur les déterminants de l'activité physique chez l'enfant et à faire en sorte que le grand défi contribue au niveau de la littérature scientifique pour montrer finalement l'idée qu'il y a des interventions efficaces pour promouvoir l'activité physique, puisque j'en ai pas parlé, hein, parce que là aussi, ce n'est pas totalement l'objet de cette présentation. Ce que dit globalement, ce que disent globalement les méta-analyses sur la promotion de l'activité physique chez l'enfant, bah, c'est que c'est compliqué. C'est très difficile d'avoir un effet significatif et un effet d'ampleur. Et si nos résultats sont confirmés, bah, le grand défi Vivre et Bouger serait une des interventions les plus efficaces dans la littérature scientifique pour promouvoir l'activité physique chez l'enfant. Voilà, merci. Je passe de nouveau la parole, cette fois, à Jean-Louis. Bonjour, je vous laisse souffler un petit peu après cet exposé dense. Dans les questions, je suppose qu'on pourrait y revenir. J'en profite pour me présenter. Donc, je suis Jean-Louis Rouméga, je suis enseignant et référent académique du Grand Défi Vivez Bouger. Donc, j'en profite aussi pour préciser que le nom d'Épidore désigne à la fois le département prévention de l'Institut du cancer, mais aussi un centre de ressources de l'éducation nationale, de l'inspection académique de l'Hérault, en promotion de la santé, hein, prévention santé. Et donc, je suis responsable de ce centre de ressources prévention santé de l'éducation nationale. En fait, depuis le départ, Épidore est conçu comme un partenariat entre l'Institut du cancer et l'éducation nationale. Et les projets sont conçus à la fois sur le plan scientifique, comme Mathieu vient de vous le présenter, et aussi sur le plan pédagogique. C'est ce qui fait leur force, sans doute, dès la conception et qui permet aussi un déploiement facile dans le milieu scolaire, puisque c'est l'éducation nationale elle-même qui diffuse ces programmes dans l'ensemble des écoles de l'Hérault et de l'Académie aujourd'hui. Et même, vous allez le voir un peu plus loin. Alors, la première diapositive vous présente l'évolution donc de la participation des enfants, donc principalement d'âge primaire, hein, CP, CM2, quelques maternelles aussi, et l'évolution donc depuis la création du grand défi Vivez Bouger, c'est-à-dire première édition en 2013. Là, on voyait qu'on était sur des dimensions d'essai, disons expérimentales. 2013-2014, on est autour de 400-500 élèves, principalement, enfin uniquement dans l'Hérault et même sur une zone géographique très précise, puisque c'était dans la communauté de communes de Clermont-Lérault.
À partir de 2015, on passe à une généralisation dans les écoles de l'Hérault, puis du Gard. Et petit à petit, dès 2017, je crois, on est arrivé à l'ensemble de l'académie de Montpellier, c'est-à-dire les 5 départements qu'on appelait autrefois Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard et Lozère. Et puis, vous voyez que la montée en puissance est continue. Une légère baisse en 2020, mais c'est les années Covid, où on a été obligé d'annuler d'ailleurs les événements grand défi. Les écoles ont continué, enfin, on a adapté le grand défi dans les écoles avec des vidéos pour permettre, vous savez que les classes ne pouvaient même pas se mélanger, on ne pouvait pas faire des rencontres interclasses, il y avait des consignes très très strictes. Donc malgré tout, l'équipe d'Epidor a conçu des outils pour que les enseignants puissent, dans ce cadre très contraint, organiser quand même de l'activité physique. Et donc, c'était quand même, c'est pas mal. On voit que même la deuxième année de Covid, on reste à un niveau de pratique élevé, là, 2020-2021, on sort juste. Et surtout, le grand défi a continué à se développer, puisque dès qu'on est revenu à la normale, on voit qu'on reprend la progression avec 21 575 élèves en 2022 et jusqu'à 25 000 l'année dernière, édition 2023, en précisant quand même qu'on a débordé l'Académie de Montpellier, puisqu'on a commencé à intégrer de façon minoritaire, mais le département de l'Aveyron, avec Millau et Villefranche-de-Rouergue, qui ont commencé à participer, et de l'autre côté, l'Ariège aussi, qui a commencé à participer. Voilà. Et aujourd'hui, on est en discussion pour généraliser avec l'Académie de Toulouse un déploiement dans l'ensemble de la région Occitanie du grand défi Vivez Bouger. Et on peut même signaler qu'on a des sollicitations d'autres régions en France, en Alsace, sur la Côte d'Azur, enfin un peu partout. Voilà, donc l'année dernière, les chiffres, c'était 25 000 élèves, ça représente 133 communes, à peu près 1000 classes, hein, 1000 enseignants, c'est 1000 classes à peu près. Euh, et, euh, et les cubes cumulés ont représenté 3 145 431 cubes, ce qui était un record, puisque les années précédentes, on arrivait à des chiffres autour de 2 300 000 cubes. Donc en 2023, on a aussi cumulé beaucoup de cubes. C'est-à-dire que non seulement il y a eu une grosse participation, mais individuellement, on peut dire au niveau de chaque école, le nombre d'événements, au niveau de chaque enfant, le nombre de cubes cumulés a significativement augmenté. Il faut dire que c'était une année anniversaire, c'était les 10 ans, et qu'on avait lancé ce défi à toutes les écoles d'atteindre, d'ailleurs notre objectif était d'atteindre 2 500 000 cubes, et vous voyez qu'on a explosé l'objectif. Voilà, donc la répartition dans l'ensemble des départements concernés est assez inégale. Ça, on va le voir en détail. Mais en pourcentage, vous avez les chiffres. Alors, c'est un peu caché pour l'Hérault. Voilà, là, on a les chiffres peut-être en valeur absolue. Donc, l'Hérault, le Gard sont les deux départements, bon, historiquement, les premiers, les plus peuplés aussi. Et donc, on a la plus grosse participation avec une centaine d'écoles dans l'Hérault, 69 dans le Gard. Une présence plus faible dans les PO et dans l'Aude, pour des raisons historiques, ça a commencé plus tard. La Lozère, c'est une question démographique, voilà. Et puis l'Aveyron et l'Ariège qui commencent juste à s'intégrer au grand défi Vivez Bouger. Alors l'année dernière, ça s'est traduit aussi par environ 150-149 exactement événements grand défi dans les écoles, dont une trentaine organisés directement par les communes. Puisque événement grand défi, ça peut être organisé simplement au niveau de l'école ou ça peut être un événement extérieur à l'école aussi,
organisés les mercredis ou les week-ends. Voilà. Donc là, on a une trentaine d'événements dans les communes et en tout 150 dans les écoles, ce qui commence à devenir assez significatif quand même. Alors, ici, cette diapositive présente la grande récompense. La grande récompense, c'était une grande fête, un événement qu'on organise après la période donc, du grand défi Vivez Bouger, au mois de juin en principe. L'année dernière, de mémoire, c'était autour du 9 juin, le 9 juin. Et cette année, c'est prévu pour le 8 juin. C'est ça. Et donc là, c'est un événement où des écoles volontaires sont tirées au sort, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, et viennent participer à une grande journée d'événements qui est à la fois une journée où les enfants pratiquent encore de l'activité physique avec un certain nombre d'ateliers et aussi bénéficient de spectacles euh, sportifs, artistiques et sportifs. C'est du handball et du basket acrobatique, c'est de la breakdance, c'est des activités de Zumba. Enfin bon, c'est toute une journée festive autour de l'activité physique qui vient fêter un peu et récompenser donc cet engagement des enfants et des écoles pour l'activité physique. Cette année, on a eu aussi une représentante du comité olympique qu'on voit sur la photo, une ancienne joueuse professionnelle de basketball. Alors, nouveauté qui a été initiée dans l'édition 2023, c'est le super défi. Donc, pour fêter les 10 ans, on s'est dit qu'on allait aussi mobiliser les personnels des structures partenaires, donc de l'Institut du cancer, de l'Académie de Montpellier, de la jeunesse et des sports et de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Donc. Et donc, tout le monde a joué le jeu et on a proposé au personnel, donc à des adultes, de participer au grand défi et d'offrir les cubes d'énergie qu'ils allaient cumuler aux enfants pour leur permettre d'atteindre donc le super objectif qui était de passer à au moins 2 500 000 cubes. Et donc, en faisant ça, on était dans l'esprit du grand défi, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il s'agit de mobiliser les adultes et enfin, toute la communauté éducative autour de l'enfant et pour promouvoir l'activité physique. Et puis, en même temps, on a répondu à un objectif qui est aujourd'hui est reconnu officiellement, c'est la nécessité de promouvoir l'activité physique en entreprise, sur les lieux de travail. Voilà, donc on a fait d'une pierre deux coups et devant le succès de l'opération, on s'est dit qu'on allait pérenniser ce dispositif et donc les personnels adultes de toutes les structures partenaires et d'autres qui peuvent se rajouter vont participer aussi au grand défi Vivez Bouger. Voilà, je vous remercie pour cette attention. Je crois que on va passer maintenant au témoignage d'acteurs de terrain, partenaires donc du grand défi Vivez Bouger. Tout à fait, merci beaucoup à vous trois, à l'équipe d'Épidore. J'en profite pour rappeler aux participants que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Elles sont compilées par ma collègue et elles seront posées donc à l'ensemble des intervenants à la fin de toutes les interventions. Merci encore à vous trois et du coup je passe la parole à Patrice Fortuny qui va nous témoigner donc de la mise en œuvre dans la commune du Soleil. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Patrice Fortuny, directeur adjoint du service enfance et sport de la commune du Soleil. Donc, commune de 8500 habitants située près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, je suis aussi éducateur territorial des APS, donc en charge de tous les dispositifs sport et santé qui existent sur la commune, puisqu'effectivement, on est dans le Soleil est une commune engagée sur le sport, santé, bien-être, et puis sur inciter la population à pratiquer de manière régulière une activité physique depuis déjà quelques années. Par ailleurs, notre commune est aussi labellisée Ville IV Bouger depuis le tout début, je crois. Ville active du programme national nutrition et santé, et puis Terre de Jeux 2024 récemment,
avec les JO de 2024. Donc, au travers de ces labels, nous sommes soutenus par ailleurs, puisque c'est vraiment un soutien important sur notre commune, parce que vous verrez plus tard que finalement, pour la partie commune, le grand défi nécessite quand même un certain investissement financier qui doit aussi être une volonté des élus voilà, d'organiser ces événements grands défis, notamment les week-ends sur les communes. Donc, effectivement, nous avons signé il y a déjà 2 ans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARS Occitanie qui nous finance, et bon, c'est une aide, je ne cache pas que c'est une aide vraiment indispensable pour notre commune, qui nous finance, enfin, qui aide au financement de tous les dispositifs sport et santé qui existent sur la commune, et notamment le Grand Défi Vieux Bouger qui fait partie, entre autres, d'autres dispositifs qui vont des enfants, donc des écoles maternelles, jusqu'aux seniors, avec des dispositifs sport et santé existants depuis déjà quelques années sur la commune. Donc, je suis donc en charge, moi, personnellement, de la coordination du Grand Défi Vieux Bouger sur la commune. Alors, je me permets de parler de coordination puisque c'est vrai que sur notre territoire, le Grand Défi est une action commune et entièrement partagée entre l'école élémentaire, donc les enseignants, et puis un directeur qui est assez dynamique et très sportif, puisque c'est aussi important voilà, d'avoir des directeurs motivés pour la pratique sportive de ses élèves. Donc, programme entièrement partagé, d'un côté sur les écoles, et puis avec le service enfance et sport de l'autre côté de la commune, qui gère, comme vous devez le savoir, tous les services périscolaires, dans les services de garderie, de cantine, et puis aussi les services extrascolaires. Donc, tous ces temps-là nous permettent à nous, agents communaux, d'organiser beaucoup d'activités, beaucoup d'événements autour du Grand Défi. Donc, sur la période du Grand Défi, les enfants bénéficient donc d'un programme, comment dirais-je, très complet d'activité physique, à la fois sur le temps scolaire et à la fois sur les temps périscolaires et extrascolaires. Ce programme est d'ailleurs communiqué, donc on édite un programme papier, il est communiqué à tous les acteurs, donc aux parents, aux enfants, euh, aux intervenants associatifs, je reviendrai un petit peu plus tard, de manière voilà, à avoir sur cette période-là, ce programme permet d'identifier vraiment les actions, les activités grands défis sur lesquelles les enfants peuvent participer et aussi les parents, bien évidemment, sont invités sur certains événements de ce programme. Donc, la préparation de ce programme se fait toujours aussi en amont, hein, bien évidemment, du grand défi. Alors, ça pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, ça permet au directeur de l'école de motiver ses enseignants, ses troupes internes, de prévoir donc des actions sur le temps scolaire, mais aussi de prévoir et de planifier des interventions de l'UCEP donc qui permettent. L'UCEP, c'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Donc, dans le cadre, pendant la période du grand défi, donc l'UCEP met en place, et donc on concentre aussi les activités scolaires par le biais de l'UCEP sur cette période-là. Donc, ça permet vraiment d'étayer le programme d'activité physique sur cette période du grand défi. Voilà, donc l'UCEP est un grand soutien aussi sur l'école et la commune du Soleil pendant cette période du grand défi. Donc, alors, ensuite, sur nos temps périscolaires et extrascolaires, donc sur les temps de garderie et cantine, alors vous savez que la garderie pour les communes, donc on prend en charge les enfants du matin de 7h30 à 9h, juste avant l'école, entre midi et 14h sur le temps de cantine, mais aussi le soir entre 17h et 18h30. Donc, ça fait quand même des plages horaires assez importantes. Et donc, si vous voulez, tous nos dispositifs pendant cette période tournent autour de la pratique sportive et de l'incitation à la pratique sportive sur ces temps-là auprès des enfants, puis auprès des parents. Donc, alors, nous aussi, donc, je parlais tout à l'heure de la préparation du programme en amont. Donc, nous aussi, on prépare ce programme en début d'année civile de manière à planifier aussi les interventions des diverses associations communales, sportives ou communales, qui sont entièrement partie prenante du dispositif et qui viennent directement dispenser des séances
sur l'école élémentaire pendant cette période-là. Donc, alors, bien évidemment, on a pu, grâce aux divers financements et à la volonté communale, instaurer un système de financement de ces associations qui viennent intervenir sur les écoles pendant nos temps, donc essentiellement sur le temps de cantine, donc il y a un temps avec 2 heures d'activité, et puis aussi le soir sur le temps de garderie, donc de 17h à 18h30. Nous avons, durant cette période, nos agents aussi, et nos animateurs en particulier, mettent en place et pratiquement exclusivement des activités physiques et sportives sur nos temps périscolaires, donc sur les temps d'accueil de loisirs primaires. Donc pendant cette période, la population, et c'est quelque chose qui est venu au fil du temps, qui est bien ancré au fil du temps depuis notre inscription sur le grand défi. Il me semble qu'on était les premiers dans les Pyrénées-Orientales, donc ça devait être en 2017. Donc voilà, donc depuis cette période-là, tous les mercredis pendant la période de grand défi, donc la priorité, c'est la pratique sportive, la pratique d'une activité sportive au sein des centres de loisirs. Alors on parle de centres de loisirs élémentaires, puisque vous savez que le grand défi est réservé, alors peut-être un peu moins, il y a eu quelques essais, je crois, sur les écoles maternelles, mais le grand défi est exclusivement réservé aux écoles primaires. Donc, même nous, sur les centres de loisirs maternels, nous nous efforçons voilà, d'inciter aussi les tout petits à une pratique régulière de l'activité physique sur cette période-là. Donc, voilà pour tout ça. Alors, en plus de ce programme, donc, qui j'allais dire, est fait en commun avec les enseignants donc, pendant le temps scolaire, sur nos temps périscolaires, nous organisons aussi, alors en commun aussi, donc avec les enseignants d'un côté, le directeur de l'école, les parents d'élèves et puis les agents de la commune, 3 gros événements qui sont bien identifiés sur le programme et sur lesquels nous nous efforçons de bien communiquer. Donc, 3 grands événements qui se passent alors sur le temps périscolaire, ça veut dire qu'il y a 2 événements, un événement de lancement qui est, voilà, c'est l'ouverture de la phase action, si je puis dire. Nous organisons une grande Zumba sur le parvis de l'école, où là, avec un peu de communication, nous arrivons à voilà, inciter les parents à y participer, les enseignants participent, tous les agents communaux, ainsi que tous les enfants. Donc, on fait une grosse soirée de 17h à 18h donc, pour lancer le grand défi. On fait ça sous forme de Zumba, hein, c'est quelque chose d'assez ludique et très visuel et qui plaît beaucoup. Alors ça, c'est ancré depuis des années aussi. Et puis une journée de fin de grand défi, donc on fête la fin du grand défi par aussi une Zumba qui s'appelle la Panda Party. Alors on a une mascotte panda, donc sur le même principe que la journée de lancement, on organise une grosse fête avec une intervenante de Zumba qui vient donc clôturer, si je puis dire, cette session du grand défi de l'année en cours. Donc, depuis 2 ans, nous organisons aussi un gros événement qui s'appelle le duathlon. Donc, ça se fait en général en milieu de période du grand défi, de la phase action. Donc, on organise un duathlon. Donc, le duathlon, c'est une épreuve sportive qui à la fois allie une partie course, une partie vélo, et puis une autre partie course. Donc, événement sur lequel on invite donc toutes les écoles. Donc, on arrive à attirer du monde parce qu'effectivement, les enseignants et le directeur se chargent, eux, de mettre cet événement, si je puis dire, dans leur calendrier scolaire, même si ça se passe un samedi. Donc, voilà, c'est un événement qui est assez suivi et qui se passe super bien, qui attire pas mal de monde et sur lequel on a même greffé une partie compétition donc pour vraiment créer, inciter les gens aussi à venir discuter avec des athlètes, etc. sur une journée. Donc voilà, trois événements grands défis, 3 gros événements grands défis qui sont toujours organisés alors conjointement avec l'école, les parents d'élèves et puis le service enfance et sport de la commune. Donc encore une fois, je souligne l'importance de la volonté communale d'être partie prenante de ce dispositif hein, qui, comme je vous le disais auparavant, demande un investissement assez conséquent des communes, notamment alors en termes
d'agents, puisque je vous ai dit que pendant cette période, tout tournait autour du sport. Ça veut dire que tous nos agents périscolaires voilà, sont en charge de mettre en place des activités physiques. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup d'heures pour ça. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a la partie budget, puisque pour organiser des événements, et notamment le duathlon, ben ça induit des frais. La présence des secours, par exemple, sur un événement comme ça, la présence des intervenants, le paiement, enfin le défraiement aussi, ou le paiement d'heures d'intervention pour les associations sportives ou communales, qui sont aussi, eux, partie prenante de nos dispositifs sur nos temps à nous, donc temps périscolaire et extrascolaire, puisqu'une vingtaine d'associations viennent dispenser des séances d'activité physique tous les jours sur les temps de cantine et sur les temps de garderie. Donc voilà, encore une fois, j'insiste sur comment dirais-je, l'efficacité de ce dispositif, puisqu'effectivement, sur la commune du Soleil, c'est devenu un dispositif que les enfants attendent, que les familles demandent depuis des années. Donc on sait que durant cette période, on va participer au grand défi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et très efficace, puisqu'on s'aperçoit voilà, nous aussi que pendant cette période, le sport est au centre des préoccupations des enfants, des enseignants et des familles. Et puis, on voit aussi une relation entre les inscriptions auprès de nos associations sportives intervenantes sur le dispositif des enfants, donc après l'événement Grand Défi. Ça veut dire qu'on constate quand même que les enfants qui participent au Grand Défi ont tendance à s'inscrire plus dans les associations sportives communales que ceux qui n'y participent pas. Donc voilà, donc un dispositif très efficace et donc j'incite toutes les communes à s'engager là-dessus puisque c'est vrai que voilà, ça amène un certain dynamisme aussi. Alors je ne vous cache pas que ça dynamise aussi euh, tout ce qu'on fait au sein de notre service enfance et sport, tout ce qu'on propose, etc. Ça fédère beaucoup de personnes autour de ce projet et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, juste, je finirai par quelques outils. Donc, on utilise aussi pour stimuler un peu les enfants lors de cette période du grand défi. Donc, euh, on a matérialisé, nous, des cubes énergie donc, qu'on distribue aux enfants. Alors, on a fait des petits cubes. Hein, c'est même les enfants eux-mêmes qui les ont fabriqués. Et donc, sur une activité d'une heure, par exemple, eh ben, on donne 4 petits cubes à chaque enfant qui garde ces cubes, qui cumule ces cubes dans une petite tirelire et qui ensuite peut les réinscrire sur son livret Grand Défi sans en oublier. Donc, voilà, c'est quelque chose aussi qui aide les enfants à pouvoir recueillir les cubes énergie sur leur petit livret. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ma Merci beaucoup. présentation, donc je vais passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fortini. Je vous en Et prie. du coup, je passe la parole à Nathalie Fortuny qui va faire le retour d'expérience au titre de la Ligue Occitanie de tennis de table. Alors, bonjour à tous. Je suis Nathalie Fortuny, responsable sur la Ligue Occitanie du parcours performance. Mais voilà, ça fait 5 ans que je travaille, qu'on est en collaboration avec le Grand Défi Vive et Bougeons. On entame la 5e année. Donc, mes missions ont changé. Il y a 5 ans, j'avais commencé sur le développement et sur la détection. Et donc, on m'a laissé pour l'instant toujours la partie Grand Défi Vive et Bouger. Euh, j'ai connu le Grand Défi Vivre et Bouger, vous vous doutez bien, par le nom de famille, par mon mari, qui est sur la commune du Soleil. Et donc, voilà, en étant solérienne et en vivant le Grand Défi de par les différentes manifestations, j'ai vu l'intérêt et je me suis rapprochée du Grand Défi. J'avais assisté à leur séminaire et voilà, j'y ai vu un intérêt, moi, au sein de mes missions, d'intégrer le Grand Défi Vivre et Bouger au sein du territoire Ligue Occitanie de tennis de table. Donc, il y a 5 ans, le responsable qui était à la place de Mayenne était venu présenter le grand défi. Euh, le premier objectif, c'était de familiariser tous les intervenants du tennis de table au grand défi.
donc les présidents de club, les présidents de comité. Et voilà, maintenant, c'est devenu, voilà, et tout le monde s'est familiarisé avec le grand défi, à part les nouveaux. Donc, c'est pour cela que notre plan d'action, chaque année, c'est lors de l'Assemblée générale de la Ligue, eh ben, c'est de présenter le grand défi des bouger. Ensuite, d'envoyer un mail d'information au club et au comité pour leur diffuser la liste des écoles qui vont participer, pour qu'ils puissent se rapprocher ou qu'ils puissent aussi prévoir comment ils vont intervenir, eux, durant cette période-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand les clubs sont intéressés, on fait une réunion, on organise une réunion, on les accompagne pour le cahier des charges, mais aussi on les accompagne pour avoir le vocabulaire du grand défi des bouger. L'objectif, c'est pas là de, c'est pas, on parle pas de compétition. L'objectif, c'est de, comme vous l'avez dit, hein, c'est de faire l'activité sportive, accueillir les familles, les copains dans l'association. Donc nous, on intervient de quatre façons. On fait les clubs, ils peuvent ouvrir leurs portes en temps de les mercredis, les week-ends et en soirée. Et ensuite, on fait des interventions dans les écoles par nos professionnels. Les clubs peuvent participer aux manifestations événementielles qu'organisent soit les communes, soit les interventions faites par le Grand Défi des Bouger. Et depuis maintenant 3 ans, on organise la formation EduPing que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, à la fin du grand défi, chaque année, on fait un bilan. Voilà, je fais un bilan, je prends en compte ce qui a fonctionné, pas fonctionné, les difficultés que les acteurs ont eues sur le territoire, ce qui a bien fonctionné. Il y a un partage d'expérience entre tous, et c'est vrai que voilà, chacun se donne des idées et ça permet aussi de développer notre discipline. Et bien sûr, tout au long du grand défi et bien en amont, on communique sur voilà, on a un service de communication à la Ligue. Donc, voilà, eux aussi, j'ai dû les former sur le grand défi, le service communication. Et donc, ils communiquent sur notre page Internet, Facebook et Instagram. Donc là, je vais vous présenter un petit peu comment on a pu intervenir sur tout le territoire Languedoc-Roussillon. Et c'est vrai que les présidents de l'ex-Midi-Pyrénées, ils me demandent à chaque fois est-ce on peut faire. Et il y en a, ils font à leur façon aussi en Midi-Pyrénées. Ceux qui peuvent pas faire comme rentrer dans le système Grand Défi Vélo et Bouger, ils s'approprient l'idée et ils mettent en place des actions également. Donc là, c'était sur le club de la SPC Nîmes. Donc, ils avaient fait autour d'une mascotte. C'était l'anniversaire de Candy. Ils avaient fait des ateliers, voilà, de motricité. Et chacun venait, les enfants du club venaient avec des copains et pouvaient cumuler des cubes d'énergie grâce à leurs copains. Donc là, c'est dans le 66, sur le club de Cannes-Ouest Toulouse. Donc, par le biais c'est juste à côté du Soleil. Et sachant que l'école du Soleil participe au Grand Défi Viver Bouger, le club s'est rapproché de cette commune et donc a ouvert ses portes aux familles. Donc, ils avaient fait des ateliers pour les tout petits. Voilà, une découverte du tennis de table et une démonstration de joueurs de haut niveau. Là, il y a les interventions dans les écoles pour le club de la SPTT Nîmes. Donc, ils étaient intervenus dans l'école André Chanson et Pont de Justice. Donc, vous pouvez voir que notre discipline, elle peut être, si on n'a pas de table, c'est pas un frein. Ils pouvaient faire des ateliers dans la cour de récréation, en classe, avec des rollnettes. Alors, c'est des filets qui s'adaptent à toutes les tables, ou utiliser les tables de béton de la cour de récréation. Donc voilà. Ensuite, il y avait le club de Sète, il y avait le grand défi des bouger, la commune de Sète organisait le défi des familles.
Et donc, euh, comme nous, Ligue, on est partenaire, on avait été, le club de Sète avait été sollicité pour participer à cette journée de famille. Donc, l'occasion de faire découvrir. Et c'est vrai que notre activité, elle peut se pratiquer à tout âge, quoi. Donc, c'est vrai que c'est facile que toutes les familles de faire la discipline en famille. Et là, il y a le comité de l'Hérault qui avait fait les interventions sur Metz et Bougeons ensemble à Fabrègue et qui chaque année mobilise beaucoup de personnes et très dynamique. Donc, le comité de l'Hérault, maintenant, ça fait 3 ans qu'il participe chaque année. C'est un rendez-vous par le comité. Il y a des liens qui se font. Il y a même une création de club qui va se faire. Donc, voilà, pour nous, c'est encourageant. Euh, et là, je vais vous présenter donc le dispositif qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est l'EduPing. Donc, chaque école, par le biais de Monsieur Roumégas, il envoie l'information aux enseignants, comme quoi on propose une formation pour que les enseignants ou éducateurs de mairie ou animateurs puissent enseigner le tennis de table. Et l'idée, c'est de dégrossir l'idée qu'il faut avoir des tables et que c'est difficile à faire apprendre aux enfants, et on les guide. Donc, je fais des formations par visio. Il y a la possibilité que je me déplace. Il y a plus de 10 personnes. Je me suis déplacée l'année dernière 2 fois sur des communes parce que il y avait des animateurs qui souhaitaient être formés. Donc, c'est toujours un plus pour les animateurs et éducateurs des mairies d'avoir ce support-là. Comme ça, ils peuvent changer aussi d'activité pour présenter aux enfants. Et donc, je reviens à la formation. Ça s'adresse aux enseignants maternelle ou primaire et aux animateurs, comme je viens de vous dire. La formation, elle se fait durant la période du grand défi, un peu avant la période du grand défi, soit en janvier, soit en février. Et ensuite, pendant le grand défi, alors ça se fait par visio, comme j'ai dit. Et donc, moi, je forme. Donc, c'est assez marrant parce que je peux avoir des enseignants de tous les départements à la même soirée. Et donc, je les forme en direct. L'idée, c'est de leur montrer que ça peut être accessible à tous, qu'il faut très peu de matériel et qu'il ne faut pas forcément des tables. Et ensuite, je distribue, moi, des kits qui sont offerts. Voilà, on offre un kit aux écoles participantes ou aux communes avec des raquettes, des balles avec différentes formes de raquettes et un DVD qui les accompagne avec des fiches. Et il suffit de sortir la fiche et ils ont la séance faite. Et donc, pour qu'ils se familiarisent avec. Et voilà, donc ils ont 1 heure et demie de formation, plus le guide qui peut les accompagner. Et donc, on a de très bons retours sur cette formation-là. J'ai quelques chiffres à vous donner. Donc, en 2022, on a formé 16 établissements scolaires ont participé à la formation. Il y a 41 personnes formées, soit 1722 élèves qui ont découvert le tennis de table grâce à ce dispositif. L'année dernière, il y a eu 14 établissements scolaires, 15 personnes formées et 395 élèves qui ont découvert le tennis de table. J'ai été un petit peu freinée parce que c'était les mardis et les jeudis les formations, ou en soirée ou entre midi et deux. Et il y a eu beaucoup de grèves l'année dernière à cette période-là. Donc, j'ai été un petit peu freinée par le dispositif. J'ai eu des bons retours. Donc, l'idée, on fonctionne comme ça. Moi, je distribue les kits que vous pouvez voir là, qui ont été distribués à un enseignant. Je les distribue au comité ou aux associations. Et c'est eux ensuite qui vont directement, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Moi, je peux pas me permettre de faire le tour de chaque école qui participe à cette formation, qui vont directement leur remettre et prendre contact. Et il y en a qui me disent, eh ben, derrière, nous, on a fait des interventions aussi dans les écoles. Les enseignants font des cycles et puis ensuite, ils veulent venir vraiment faire du tennis de table dans le club. Donc, il y a le lien qui se fait comme ça aussi.
Donc, on intervient de toutes ces, fortes, de toutes ces sortes-là, donc quatre façons. Et également, on a la formation DGEPS, BPGEPS sur Montpellier. C'est on forme des futurs entraîneurs et ils ont chaque année, ils font des vidéos pour pouvoir des vidéos comme disait Mayenne en début de sa présentation pour qu'ils puissent les enfants puissent faire du tennis de table à la maison, dans le jardin, voilà, leur donner des exemples. Voilà notre façon d'intervenir en termes de tennis de table Ligue Occitanie. Et voilà, c'est un partenaire depuis 5 ans et c'est toujours un grand enthousiasme chaque année de relancer ça avec des nouveaux acteurs. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous pour votre tour d'expérience et je passe tout de suite la parole à Loïc Savignac et Michel Huc qui vont témoigner donc de la mise en œuvre au niveau de la Ligue de handball. Bonjour à tous. Michel Huc, je suis, alors pour préciser la notion d'élu, je suis élu à la Ligue en charge des politiques publiques. Et donc, dans ce cadre-là, on développe un vecteur sport santé qui va du baby hand à 3 ans jusqu'au troisième âge. Et on intervient aussi dans des EHPAD, enfin les clubs interviennent dans des EHPAD auprès de personnes âgées ou de personnes porteuses de handicap. Donc voilà un peu le champ d'action. Nous, on a été, avec la Ligue, investi quasiment depuis le début, voire le tout début dans l'Hérault, avec le handball. Et on a créé aussi un petit carnet pour compléter le grand défi qui s'appelle Hand, Vivez, Bouger, qui est à la disposition des clubs qui veulent s'engager dans le champ du sport, enfin, de l'activité santé. Au-delà pour perpétuer et puis continuer l'action du grand défi Vivez, Bouger, qui lui a une périodicité dans l'année. Mais nous sommes convaincus à la Ligue de handball, comme dans d'autres, hein, puisqu'on a l'exemple du tennis de table. Je vois que tout le monde va dans ce champ de l'activité santé. C'est tout au long de l'année. Et notre collègue de la mairie du Soleil parlait des activités et des temps d'accueil du matin, du midi et de l'après-midi. Mais pour moi, l'activité santé et l'activité physique pour les bienfaits de la santé pourraient être intégrés facilement dans tous les projets éducatifs de territoire, les anciens contrats éducatifs locaux, qui permettraient d'avoir une communion de pensée de tous les éducateurs dans une commune. Et là, c'est vraiment le côté vraiment très intéressant. Et la Ligue de handball, ben, nous, on est forcément engagés dans ce genre de dispositif. On a une convention avec l'ICEN et Epidor, bien sûr, depuis quasiment tout le début. Et on a une offre de pratique qui est adaptée aux différents publics, aux différents âges. Donc, on a vu nos collègues de la Ligue de tennis de table, ben, on a les mêmes dispositifs qui vont, comme je vous disais, du baby hand, donc 3 à 5 ans, aux pratiques adaptées qui s'appellent le handfit, qui vont aux personnes âgées et aux personnes porteuses de handicap, en passant par le premier pas et le hand à 4 qui peuvent être développés dans les scolaires, soit en primaire, soit au collège, et qui vont aussi s'intégrer dans les 30 minutes de sport supplémentaires en école primaire et les 2 heures au collège. Donc, c'est tous ces dispositifs qui, pour moi, concourent au développement de l'activité physique pour les bienfaits de la santé, comme le disait notre collègue d'Épidore. C'est vraiment sur comment dire, la pérennité des choses qu'il faut s'ancrer. Et le grand défi est un outil de promotion de ces choses-là. Donc, vraiment, il faut rentrer là-dedans. Nous, on a un réseau, bien sûr, de clubs dans le territoire. Et notre rôle, c'est d'inciter les clubs à participer dans les grands défis Vivez Bouger qui se déroulent dans les communes, et en particulier dans les communes qui sont labellisées Vivez Bouger. Mais par exemple, j'espère que au Soleil, le club de handball est intégré et participe à l'opération. Sinon, on leur demandera de prendre contact avec la ville pour y participer. Donc, c'est un outil, on a un outil fabuleux qui a été créé un peu grâce au grand défi Vivez Bouger en 2013. C'est la caravane du hand. Donc, c'est un outil mobile, ludique. On en a vu des petits bouts là sur les différentes photos. C'est comment dire, à l'intérieur, il y a tout voilà,
quelques exercices qui permettent aux enfants de pratiquer le handball sous plein de formes. Et c'est ce qui est en fait l'outil pédagogique de développement de la pratique de l'activité physique dans les écoles. Donc, bien sûr, il y a des fiches à l'intérieur, des fiches pédagogiques, il y a tout tout un arsenal de choses qui permettent aux enseignants de facilement s'intégrer à ce dispositif. Et la Ligue, bien sûr, c'est elle qui met à disposition les caravanes de parce qu'il y en a plusieurs. Alors aujourd'hui, on est développé certainement sur le l'ex-Languedoc-Roussillon, parce que ben, la caravane du Hand a été créée dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Et donc, et le grand défi Vivre et Bouger était concomitant à ça. Donc forcément, on est un peu plus développé dans ce secteur. Mais notre volonté à la Ligue, c'est de pouvoir aussi essaimer ces pratiques du côté ouest. Donc l'Aveyron a été un bon début. Mais toujours pareil, par des relations humaines et des relations de personnes qui permettent ces développements. Et aujourd'hui, ben, notre idée, c'est de pouvoir développer aussi le grand défi Vivre Bouger avec la collaboration de tout le monde sur les départements qui aujourd'hui n'en ont pas. Et nous, on a un réseau de clubs, et comme il y a un réseau évidemment d'écoles, et c'est par ces collaborations qu'on espère pouvoir développer, développer les collaborations que nous entretenons ensemble depuis si longtemps. Puis maintenant, je vais passer la parole à Loïc qui va vous présenter les différentes pratiques. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Loïc et donc je suis alternant à la Ligue Occitanie de handball. Donc comme vous l'avez pu voir sur la caravane, donc, qui est notre premier outil donc, mobile, qu'on peut amener un peu partout dans le territoire de l'Occitanie, mais ce n'est pas le seul outil que l'on a. On a aussi donc le baby hand. Donc le baby hand, c'est pour les tout petits, ça commence aux 3-5 ans. À travers le baby hand, donc, on veut faire de l'activité physique évidemment à ces enfants et pour cela on va utiliser beaucoup l'imaginaire. On va vraiment les plonger dans un univers et leur faire l'activité via leur imagination. Et un autre aspect qui est très très important dans le baby hand, c'est la notion de parentalité. C'est-à-dire qu'on va vraiment inviter les parents à venir pratiquer ou encadrer ou à vraiment faire partie de la séance. Et l'enfant va donc pratiquer avec son parent, ce qui est vraiment très important dans le baby hand. Et même, on a pu le voir par rapport aux études, qu'il y avait cette notion donc, importante de parentalité, d'avoir les parents qui pratiquent aussi avec les enfants, et pas seulement. Donc ça, c'est notre premier outil pour les tout petits. Quand on grandit un peu, donc on a par la suite le premier pas, donc plutôt 5-9 ans, où là, toujours pareil, on utilise quand même l'imaginaire pour les faire travailler, faire de l'activité physique. On utilise donc l'espace, on va le diviser en quatre ateliers. On aura un premier atelier plutôt sur la motricité, un autre plutôt sur le duel, sur de la confrontation collective, et on garde cet atelier de convivialité où il y a toujours cet esprit donc aussi de parentalité, où les parents peuvent être présents sur les bords du terrain, continuer à avoir de l'échange avec l'enfant, pouvoir même pratiquer toujours avec l'enfant, pour toujours que ce soit une activité physique qui puisse être pratiquée en famille. Donc ça, c'est un point important sur ces deux premiers outils que l'on a pour promouvoir l'activité physique. Et ensuite, donc, l'autre outil que l'on utilise, c'est donc le Hand à 4, là, qui est une pratique très adaptable, hein, donc plus de 9 ans jusque même aux adultes, on peut l'utiliser. L'avantage du Hand à 4, c'est que ça n'a pas de contact et que c'est une pratique qui met en avant la mixité. On mélange tout le monde, garçons, filles, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, elle est utilisée dans les écoles, donc, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Elle ne demande pas forcément beaucoup d'espace, hein. Le Hand à 4, c'est sur même pas la moitié d'un terrain de hand. Donc, elle est adaptable dans beaucoup d'espace. Et le point fort du Hand à 4, c'est quoi? C'est qu'on va donner des rôles à tout le monde. C'est-à-dire que quand on est joueur, on est tous défenseurs ou alors on est tous attaquants. Et quand on ne joue pas, on est soit arbitre, soit on est des observateurs et on va utiliser les remplaçants ou ceux qui ne jouent pas pour compter le score, compter le nombre de passes. Voilà. Tout le monde est toujours mis dans l'exercice et dans la pratique. Tout le monde participe à dans tout le long de la pratique. Voilà concernant nos outils essentiels concernant la promotion de l'activité physique au handball. Et donc, aujourd'hui, donc, à la Ligue Occitanie de handball, on a toujours de plus en plus de clubs qui participent à ce grand défi et qui peuvent intervenir dans de plus en plus d'écoles. Et donc, comme l'a dit Michel, on a cette volonté
de pouvoir encore plus étendre cette action euh, dans l'ex-Midi-Pyrénées, hein, donc agrandir notre, notre champ d'action. Voilà. Merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage et à l'ensemble des intervenants. On va passer du coup à la phase de questions. Donc, c'est ma collègue Sarah qui va se faire le relais des questions qui ont été posées dans le chat. Parfois, il y a un intervenant qui est ciblé, parfois ce sera pour tous les intervenants. Donc, celui d'entre vous, celle ou celui d'entre vous qui veut répondre peut se positionner. Merci. Allez, ben merci à tous pour vos interventions très, très claires et très intéressantes. Alors là, on a une question donc, sur la mise en place du GDVB. Est-ce que les équipes des écoles bénéficient d'une formation en amont de la mise en place du projet, du coup? Jean-Louis? Oui. Alors du coup, au niveau des écoles pour la participation du GDVB, donc nous, dès le mois de septembre, fin septembre, début octobre, là, on vient de lancer les inscriptions sur le site internet. Et donc, dès ce moment-là, en fait, on commence à contacter les communes en parallèle. Alors, les communes qui sont impliquées, puisque du coup, les écoles se sont inscrites. Et dans ces cas-là, on propose avec Jean-Louis en fait de se déplacer hein, pour présenter le GDVB, ses principes, répondre aux questions. Le terme formation est peut-être, enfin nous c'est pas le terme qu'on emploie, mais oui il y a cette idée-là de transmettre en tout cas les grands principes quoi. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. On a une question Attends, pour... Sarah, excuse-moi, mais juste pour Oui, rebondir sur ce que vous venez de dire, Mayenne. Donc là, s'il y a des écoles qui sont intéressées ou des communes qui sont intéressées là pour 2024, Oui, c'est le c'est moment de maintenant. contacter en fait. Oui. Oui, en fait, c'est jusqu'à fin décembre, hein, D'accord. les inscriptions. Ok, Oui, d'accord. parfois, il y a une rallonge, donc il est encore temps. D'accord. Mais toutes les écoles ont reçu l'information, hein, déjà. Ok. Donc Ok. D'accord. après, l'information est arrivée. Par contre, rien n'empêche de faire de l'incitation. De la relayer. Oui, oui, c'est ça. Une autre De fois. l'incitation, vous avez eu cette information. Par exemple, ce qui se passe souvent, c'est que les communes disent, nous, on est intéressés, donc on va solliciter les écoles et ça crée une synergie. Ou inversement, des écoles sont intéressées et on les invite à solliciter les communes. Donc toutes les entrées sont bonnes, mais on est dans la période de promotion. Donc l'information est arrivée. Maintenant, si vous avez des questions, d'acteurs ou des possibilités d'inciter les gens à franchir le pas, c'est bien. C'est le moment. Très bien. Merci. Merci. Alors, je disais, on a une question pour Madame Fortuny. Donc, est-ce qu'il y a une prise en charge financière pour la formation EduCuping? Non, c'est gratuit. D'accord. On a également une question. Est-ce que, alors je pense que ça va être peut-être adressé à l'ensemble de l'équipe. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'activités physiques pour gagner des cubes énergie dans le cadre du GDVB? Qu'est-ce qu'il peut y avoir On peut se relayer, il y a plein de choses, mais par exemple, on essaye de sortir du cadre purement sportif. Donc, Mhm. par exemple, c'est l'occasion d'inciter les enfants à venir à pied ou à vélo Ouais. à l'école. Donc, s'il y a un trajet de plus de 15 minutes, c'est déjà un cube gagné matin et soir. Mhm. Donc ça, c'est un exemple. On peut inciter les enseignants en général font un partage d'expérience avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait ce mercredi? Ou qu'est-ce que vous faites le soir? Et donc, il y a des idées d'activités qui sont proposées à tous les enfants. Tel enfant va dire, ben, avec mes parents, on est allé faire une petite marche, une randonnée, ou on a joué au ballon, enfin, des choses comme ça. Et puis après, il y a tous les événements de nature sportive, évidemment, euh, dont on a parlé avec les clubs. Donc, c'est des tournois. Il y a des écoles qui organisent des grandes journées de tournois, Mhm. voire inter-écoles, ça existe aussi, ou toutes les écoles d'une commune. Voilà, il y a des grands événements comme ça qui se font, qui sont sportifs, avec des parcours, des matchs, il y a du sport collectif, il y a des défis individuels, il y a beaucoup de choses. C'est très, très ouvert. C'est très varié, ouais. Il y a beaucoup d'activités simples aussi à mettre en place sur les écoles. Dès l'instant, ça dure 15 minutes. Nous, on a une sorte de design actif. Alors, le design actif, c'est de matérialiser des zones
de jeu. Ça veut dire que dans ces zones-là, l'enfant s'engage à y rester un quart d'heure, on le fait minimum un quart d'heure, et puis on leur met à disposition divers jeux, des ballons, des cerceaux, donc voilà, il y a sous forme de petits parcours, des choses comme ça. Une autre activité pour les animatrices, enfin pour les personnels communaux les moins sportifs, c'est la marche active. Ça veut dire qu'une animatrice siffle dans la cour. On a la chance d'avoir une école assez grande au Soleil, mais on fait une grande colonne et puis on marche assez rapide, on marche active dans toute l'école pendant minimum un quart d'heure. Donc il y a des grosses colonnes d'enfants qui suivent l'animatrice et puis qui marchent activement pendant un quart d'heure. Voilà, tous les exercices et jeux Mm. simples qui permettent la pratique d'activité physique et qui durent au moins un quart d'heure. D'accord. On peut rajouter que Oui, tout est partagé sur le site internet et que donc ceux qui cherchent des idées peuvent aller voir ce que font les autres. oui, oui, tout à fait. Et ça a été parfaitement résumé là sur les réponses précédentes au niveau du type d'activité concrète qu'on peut proposer. Je voulais juste, en prenant un peu de recul, dire les activités qui peuvent être faites dans le cadre du Grand Défi Vivre et Bouger s'inscrivent totalement dans la définition qui a été donnée au tout début de la présentation. Quand j'ai dit la présentation, c'était même avant que nous, équipe du Grand Défi, nous intervenions. Et donc sur les différents moments d'activité physique, mais moments d'activité physique qu'on présente aux élèves au niveau des séances éducatives. Donc il y a l'activité physique dans le cadre de l'école ou en périscolaire, en tout cas qui est fait dans ces moments-là. On parle également d'activités physiques de loisirs que les élèves peuvent faire pendant leur temps de loisirs. Les activités physiques de la vie quotidienne aussi, par exemple ranger sa chambre, alors de façon dynamique, mais aider ses parents à faire le ménage et effectivement la pratique sportive. Après, tout le reste a parfaitement été présenté juste avant, mais c'était pour dire effectivement le type d'activité possible dans le cadre du grand défi J'ai bougé correspond à la définition de l'activité physique et aux différents moments de vie où on peut faire de l'activité physique. Et pour prendre un exemple complémentaire à tous les très bons exemples qui ont été donnés, sur notre site internet, vous avez quelques illustrations. On a, Epidore, développé ces dernières années ce qu'on appelle des pauses actives. Des pauses actives de 15 minutes qui sont des petits jeux où l'enfant est guidé sur le fait de bouger en rythme, de faire des squats, le fait de bouger sur place, de faire voilà, différentes activités où il suffit de suivre notre mascotte, hein, qui est Energix le crocodile. Et vous voyez, voilà, c'est typiquement aussi ce genre d'activité. Donc c'est vraiment le plus vaste et le plus large possible, et durant tous les temps de vie de l'enfant. Merci pour vos réponses très, très complètes. On a une question qui vient d'arriver là sur le chat. Est-il possible pour les fédérations, comités régionaux sportifs d'avoir la liste des écoles et des communes participantes afin de relayer les informations auprès des comités départementaux et des clubs qui sont implantés dans le département concerné? Ou est-ce que ces informations sont visibles quelque part? Alors, la façon dont on fonctionne, ça vous a été expliqué avec l'exemple de la Ligue Occitanie de tennis de table. En fait, la proposition nous est transmise et nous, on transmet à toutes les écoles inscrites. L'éducation nationale, ne- en général, ne permet pas de diffusion générale de propositions. Enfin, bon, s'il y a une école qui est connue, qu'un club sportif a des relations, ça peut arriver qu'il y ait des diffusions directes, mais en général, quand c'est une diffusion générale, ça passe par l'interne de l'éducation nationale. Donc, ce qu'on fait pour la Ligue de tennis de table, par exemple, c'est que la proposition est formalisée et moi, je la transmets par les canaux officiels à toutes les écoles inscrites qui ensuite se mettent en contact directement avec Madame Fortuny pour ce qui est du tennis de table. Voilà. Mais le canal, c'est celui-là. Mais l'info sera diffusée, il n'y a pas de problème. Si je peux me permettre, peut-être la question, c'était si je suis je suis un club sportif dans une commune, comment savoir si ma commune participe déjà au grand défi pour pouvoir éventuellement m'insérer dans le dispositif? Alors, sur le site internet du GDVB, vous avez en fait des cartographies. Donc, vous allez sur le site, vous allez dire si vous êtes une commune ou si vous êtes un club. Et là, vous allez avoir accès à l'ensemble des communes qui participent et des écoles également. Voilà. Et sinon, bah, nous, on est toujours là aussi pour répondre à ce genre de questions. Voilà. Merci. On a une question pour Loïc Savignac et Michel Huc
comment est-ce que le baby hand s'intègre au GDVB, puisque vous l'avez dit, le programme s'adresse initialement aux 6 à 11 ans. En fait, il s'adresse initialement et préférentiellement, mais rien n'est interdit d'intervenir sur les maternelles. Et c'est vrai que les expérimentations sont toujours bonnes à prendre pour moi, c'est parce que c'est justement dans le cadre de l'essaimage, eh ben, s'il y a des bonnes pratiques, entre guillemets, hein, c'est toujours bon à prendre. Et on avait déjà pris des contacts avec des écoles maternelles par le passé. Et puis, il y en a quelques-unes qui se sont montrées intéressées et ça a permis de développer cette pratique. Mais les écoles maternelles, en règle générale, ils ont cette pratique de psychomotricité à l'intérieur de l'école par les enseignants. Alors, c'est pour ça aussi que ce n'est pas forcément peut-être toujours la première cible à laquelle on passe, mais parce qu'il y a déjà du travail autour de la psychomotricité des enfants qui est déjà produite par les enseignants. Mais c'est vraiment des compléments, c'est toujours dans la notion de complémentarité qu'il faut se situer, et surtout sur comment dire, sur l'ensemble des temps de l'enfant, parce qu'en fait, l'enfant, on ne le saucissonne pas, je suis à l'école, je ne suis pas à l'école. Un enfant, c'est un enfant, c'est son entité. Donc, en fait, c'est comment on l'amène à concevoir une pratique d'activité physique tout au long en fait, de sa journée, de sa semaine, de son année. Et donc, plus, comme le disait M. Roumégas, plus on commence tôt à initier monsieur Gourmand, plus on essaye tôt d'instiller l'idée de la pratique, plus ça fait son chemin. Pour nous, on part de ce principe, de ce postulat-là, en tous les cas. Oui, une précision, effectivement, il y a des écoles maternelles qui participent de façon allégée, disons, au grand défi. Ils ne peuvent pas utiliser le carnet puisque les enfants ne savent pas lire et écrire, mais ils matérialisent les cubes d'une autre façon. Bon, ils ne font pas les séances de motivation comme dans le primaire, mais il y a une version allégée du GDVB qui se pratique dans des écoles maternelles. Très bien, merci. Et puis, dans le cadre des fratries, puisqu'on dit on fait du sport, on fait le grand défi vivre bouger en famille, eh bien, il peut y avoir des enfants de maternelle qui sont le frère, la sœur d'un enfant qui est en primaire et il peut aider aussi à la quantification des cubes énergie. C'est dans cette notion de parentalité et de famille qu'on se situe aussi. C'est vrai. Merci pour votre réponse. On a une question sur le suivi après la mise en place du projet. Quel suivi y a-t-il auprès des écoles, donc après cette mise en place du projet? Et peut-être une seconde question qui va un peu dans le même sens. Est-ce qu'il y a une évaluation un an après la fin du projet pour connaître un petit peu le niveau d'activité physique des enfants? Est-ce que donc on a un maintien dans le temps de ces habitudes ou est-ce que dès que le projet s'arrête, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place du coup pour évaluer tout? Évaluation. Ouais, il y a deux choses pour le suivi. Ouais. Alors, déjà pour le suivi auprès des écoles, nous, on se tient à disposition pour faire des bilans du GDVB à la fin de chaque édition. Finalement, GDVB, c'est un peu sur toute l'année. Ça fonctionne par cycle, c'est-à-dire qu'au mois de juin, une fois que la grande récompense est passée, ben, voilà, on va passer à l'édition suivante. Mais oui, oui, en termes de suivi, c'est pas quelque chose Déjà, qui il y a le est... site Internet où chaque école publie son activité du GDVB, ses événements, les cubes énergie cumulés, etc. Donc, il y a déjà cette trace aussi. Et puis, en général, la préparation du GDVB s'étale sur toute l'année. On est sollicité dès maintenant par des écoles qui commencent à préparer. Voilà. Bon, après, et puis, par ailleurs, il y a beaucoup d'écoles qui se réinscrivent plusieurs années de suite, plusieurs classes. Il y a un turnover qui est entre 25 et 30%. Parfois, bon, les gens changent d'activité, s'investissent dans autre chose, mais en général, il y a quand même on reste inscrit pendant plusieurs années hein, avant de faire une pause quand ça arrive. D'accord. Ok. Oui, donc il y a quand même une dynamique de continuité. Oui. D'accord. Et pour la deuxième question qui a été posée sur le suivi, qui est plus lié cette fois à la recherche, c'était effectivement le suivi, notamment plusieurs mois, voire plusieurs années après, quasiment est un objectif, j'allais quasiment dire un fantasme qu'on a ici à Épidore.
d'avoir un jour les moyens, en fait, de mener une telle recherche. Pour tout vous dire, nous, on a même l'ambition de faire ce qu'on appelle une cohorte grand défi, où on pourrait suivre des élèves qui ont bénéficié du grand défi pendant leur parcours à l'école primaire et les suivre non seulement un an après, mais au collège, voire jusqu'au lycée. Hein, on va peut-être pas s'enflammer pour ensuite, mais au moins jusqu'à la fin de leur scolarité, pour voir dans quelle mesure le grand défi a eu un impact ou non sur leur niveau d'activité physique. Aujourd'hui, pour vous répondre très clairement, ça n'est pas le cas, pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas les moyens en termes de recherche. C'est vrai que je l'ai pas trop précisé quand j'ai présenté les résultats de l'essai randomisé cluster qu'on a présenté, qui était, j'en profite pour le dire, financé par l'Institut national du cancer et par le CIRIC de Montpellier. J'étais le seul à vous présenter les résultats de cette recherche, mais ce qu'il faut savoir, c'est on s'en rend pas forcément toujours compte quand on présente les résultats comme ça. Ce type de protocole nécessite des moyens humains considérables. Hein. Il faut aller dans toutes les écoles de l'Académie de Montpellier, s'organiser avec chacun des enseignants pour organiser les passations sur les 4 temps de mesure, le sous-échantillon pour lequel on avait la mesure objective d'activité physique, etc. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à obtenir les financements qui nous permettraient de suivre comme ça des élèves plusieurs mois, plusieurs années après, en tout cas, avoir bénéficié du grand défi. La seule réponse que je peux faire pour me raccrocher aux branches et donner un signal positif sur le maintien à long terme du grand défi, j'ai un peu insisté dessus au moment de la présentation des résultats de l'impact du grand défi. L'indicateur indirect plutôt optimiste qu'on peut avoir, même s'il a d'énormes limites, c'est que comme on a suivi les enfants sur 2 années de grand défi, on a constaté que dans le groupe intervention, entre le mois de mai-juin de la première année et le mois de janvier-février de la deuxième année, on avait un maintien du pourcentage d'enfants qui respectaient les recommandations d'activité physique. Donc, à 7-8 mois, on a bien un maintien. De là à vous dire qu'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on a un impact à long terme du grand défi, on n'y est pas du tout. Mais en tout cas, c'est un premier indice qu'on pourrait avoir un effet à plus ou moins long terme du grand défi. Oui, on n'a pas d'études scientifiques. En revanche, on a des témoignages, puisque l'année dernière, à l'occasion des 10 ans, on a été interviewé d'anciens élèves qui avaient pratiqué le grand défi, et on a des témoignages de gens pour qui ça a permis d'avoir une pratique suivie, bon, y compris en famille. Voilà, on a des témoignages, ça n'a pas de valeur scientifique. Des témoignages et des retours. Peut-être le Soleil, qui est là depuis longtemps, peut nous dire aussi dans sa commune s'ils ont pu mesurer un impact, même si ce n'est pas scientifiquement. Alors, on a mesuré l'impact en termes d'adhésion sur les associations communales, l'adhésion sportive, hein, et notamment au sein des associations qui interviennent sur le dispositif. Et puis au Soleil, on a une particularité, c'est qu'on a des dispositifs sport et santé qui fonctionnent toute l'année. C'est-à-dire qu'on a aussi des dispositifs qui sont là pour relayer en quelque sorte le grand défi J'ai bougé, qui permettent aux enfants, et à la fois sur l'école maternelle et sur l'école primaire, de, de continuer cette pratique régulière d'activité physique toute l'année. Donc effectivement, on a quand même un nombre d'enfants important qui s'inscrivent sur ces dispositifs et qui participent aussi au grand défi. Donc on arrive à mesurer ça aussi par le nombre d'inscrits sur les autres dispositifs communaux en place. Voilà. On peut aussi insister peut-être sur une dimension, ben, encore une fois, ça n'a pas une valeur scientifique, mais c'est pas une opération one shot, c'est pas juste une sensibilisation. Exactement. 6 semaines de pratique. Donc, on sait sur le plan éducatif que des actions prolongées comme ça ont toujours un impact beaucoup plus fort que juste une sensibilisation. Là, on prend l'habitude, on expérimente, on mesure, on note sa pratique d'activité physique au quotidien, et on sait qu'a priori, ça a un impact plus fort déjà par la durée et par la qualité de la méthode aussi. Oui, c'est ça, c'est un ensemble, finalement, c'est un ensemble d'éléments euh, qui vont permettre l'évaluation, et je trouve que c'est quand même des éléments, même s'ils sont qualitatifs, qui sont quand même assez prometteurs. Donc,
c'est très intéressant. Et juste pour Mathieu, si vous pouviez préciser le CIRIC, parce que vous avez parlé d'un financement donc de l'Institut national du cancer et du CIRIC, mais pour ceux qui n'ont pas Oui, forcément oui, pardon, la c'est vrai que connaissance, oui. c'est C'est vrai, j'ai parlé d'un cas aussi où je sais plus si j'ai dit institut. Institut L'INCa, c'est national du Institut cancer. national, Oui, c'est voilà, ça. Ah oui. Institut national du cancer, bon, qui est un acronyme peut-être un peu plus connu, même qui est évidemment plus connu. Le CIRIC, c'est le site intégré de recherche en cancérologie de Montpellier, qui est un financement de la Direction générale de la santé, notamment, qui est donné à différents sites en France pour promouvoir la recherche sur le cancer. Alors, recherche sur le cancer au sens large. Donc, j'en profite pour faire un petit peu de pub, hein. Sachez que le CIRIC de Montpellier a été renouvelé l'année dernière, qui fait de Montpellier le seul CIRIC du sud de la France, hein, puisque sur les 8 CIRIC qui ont été financés, la plupart sont parisiens. Il y en a également un à Lyon, un à Nantes, Angers et Montpellier, hein, qui sont les 3 seuls sites à ne pas avoir été financés au niveau de la région parisienne. Et donc, un site de recherche intégré en cancérologie a pour objectif de mettre en relation et de dynamiser la recherche sur le cancer sur un territoire donné. Donc là, en l'occurrence, le territoire de Montpellier au sens large, hein, Montpellier, Nîmes et toute je dirais, la partie est de la région Occitanie. Et donc, effectivement, le CIRIC de Montpellier a cette particularité en France d'être le seul CIRIC à avoir un axe prévention, prévention des cancers, et donc notamment promotion de l'activité physique. Et le CIRIC est une structure qui, depuis les premières recherches, les études pilotes dont je n'ai pas parlé, a toujours soutenu les recherches au niveau du grand défi Vie Bouger. Et quand je dis soutenu, c'est surtout des moyens humains de mettre à disposition des postes d'ingénieurs de recherche pour réfléchir au contenu qu'on vous a présenté et pour mener les évaluations. Donc voilà ce qu'est le CIRIC de Montpellier. Merci. Peut-être qu'on a une dernière question. Est-ce que le dispositif est amené à être étendu à d'autres départements de la région? Je peux répondre. Oui, on a eu justement cette semaine un comité de pilotage dont l'objectif était de tenter de l'étendre à l'ensemble de l'Académie Toulouse et donc d'avoir une couverture région Occitanie. C'est une demande des partenaires puisqu'ils sont organisés, la jeunesse et les sports est organisée au niveau occitan, l'ARS aussi. Bon, aujourd'hui, bon, la question est l'engagement de l'Académie de Toulouse ou pas dans le dispositif qui permettrait de généraliser l'Académie Toulouse. Par ailleurs, il y a des demandes dans d'autres régions, mais là, la question est quels seraient les acteurs qui s'engagent, puisque vous avez compris quand même qu'il y a un dispositif assez lourd en termes de moyens humains et même en termes de moyens matériels, et qu'il faut qu'il y ait l'engagement de l'ARS, des moyens humains et des structures partenaires qui s'engagent pour faire vivre ce grand défi Vie et Bouger, hein. Merci pour votre réponse. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, merci à tous pour vos interventions. Je laisse peut-être la main à Laure si elle veut conclure ou rajouter un élément. Merci Sarah. Et je remercie du coup l'ensemble des participants, des intervenants que nous allons retrouver sur une autre vidéo. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais je leur précise de nouveau. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la JER, donc, qui sera le 21 novembre. On est déjà à la moitié de notre jauge, donc si cet événement vous intéresse, je vous engage fortement à vous inscrire rapidement. Et n'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à cette matinale et à consulter régulièrement le site du DRAPS pour voir les événements que nous avons et que nous organisons, les replays disponibles et les ressources que nous proposons. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.